Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Le gouvernement du Mali déplore le refus de la levée des sanctions économiques et financières contre notre pays. On fera le point dans ce journal. Le quinquilibre est très prisé pendant le mois de Ramadan. C'est la tisane préférée par beaucoup de jeunes. Gros plus sur sa vente au marché en cette période. Au Burkina Faso, le verdict tant attendu est enfin tombé. Blaise Compaoré a été condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le gouvernement du Mali déplore la non-exécution de la décision de la Cour de justice de l'UEMOA ordonnant la suspension immédiate des sanctions économiques et financières contre le Mali. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA refuse de lever les sanctions malgré qu'elle a reçu des notifications qui y mettent fin. À travers un communiqué, le gouvernement du Mali dénonce cette attitude qui constitue un flagrant délit de justice. Aïssata Bachili. En riposte aux sanctions illégales, illégitimes, injustes et inhumaines avec effet immédiat prises à l'encontre du Mali par l'UEMOA au cours de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 9 janvier 2022 à Accra, le gouvernement de la République du Mali a engagé 2 procédures par devant la Cour de justice de l'UEMOA au fond et de sursis à exécution des dites sanctions. La Cour de justice de l'UEMOA a ordonné le sursis à exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en dépit de la double notification qui lui a été faite par le Mali et par la Cour, la Commission et la conférence n'ont pas daigné exécuter cette ordonnance qui est d'application immédiate et susceptible de recours. Ces sanctions violent allègrement les règles communautaires, notamment les dispositions garantissant l'indépendance de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO. En tout état de cause, en imposant des sanctions financières et économiques, la CEDEAO ne disposant pas d'instruments lui permettant de s'assurer de leur exécution, s'est appuyé sur les outils de l'UEMOA. À partir du moment où la décision de l'UEMOA est remise en cause, la CEDEAO devrait à son tour suspendre l'exécution des sanctions prononcées. Le gouvernement dénonce avec force cette attitude qui constitue un flagrant déni de justice et tranche avec les exigences de l'état de droit, lesquelles imposent le respect des décisions de justice. Au regard de l'impact humain et social considérable des sanctions sur les populations du Mali, mais également sur ceux des pays de la sous-région, et en raison de la décision de la juridiction communautaire ordonnant le sursis à leur exécution, le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale face au non-respect par l'UEMOA de ce propre texte et au danger que cela constitue pour la crédibilité et la fiabilité de cette institution. En outre, le gouvernement appelle la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies à s'engager activement afin que l'UEMOA se conforme à la légalité internationale et aux décisions de son propre organe de contrôle juridictionnel. Les organisations internationales et régionales sont en effet bâties sur le principe de subsidiarité et la sacro-sainte règle du respect des textes auxquels tous les pays ont librement souscrit. De surcroît, le Mali est sanctionné par l'UEMOA pour le présumé non-respect des textes communautaires sur la gouvernance et la démocratie. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution, de même que les autres organes exécutifs, seraient-ils au-dessus du droit communautaire dont ils tirent leur source? Il y a lieu de se demander s'il ne s'agit pas d'une politique de 2 poids et 2 mesures motivée par un acharnement visant à asphyxier le peuple malien. Cette posture est influencée par des agendas et pressions extérieures à peine voilées pour punir un peuple pour ses choix politiques et obtenir par ses manœuvres un changement de régime. Le gouvernement de la République du Mali, tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, réitère sa disponibilité au dialogue et à la concertation en vue de parvenir à un compromis acceptable avec les organisations sous-régionales. Un tel compromis doit nécessairement concilier les aspirations des Maliens à la paix, à la sécurité, aux réformes politiques et institutionnelles avec les attentes de la région et de la communauté internationale.
Suite aux événements survenus à Moura, une localité à majorité Pello, le Premier ministre a rencontré les représentants de l'association Taptal Poulakou pour donner des éclaircissements sur les accusations d'exaction de civils par les femmes au cours d'une opération militaire. Dr Shogel Koukalamaïga les a reçus à la primature ce mercredi après-midi. L'objectif du gouvernement, dira le Premier ministre, est d'atteindre le désarmement de tous les groupes armés. Abdou Ouattara. Le président de l'association, l'ancien ministre Abousso, s'est félicité de cette rencontre avant d'exposer sur les conditions complexes dans lesquelles vit la communauté Pel, liées aux incompréhensions, à la stigmatisation, aux manipulations et à ce qu'il considère comme une sorte d'injustice. Autant de situations qui nourrissent la frustration. S'agissant des récents événements de Moura, Abousso reconnaît que Moura était bien un sanctuaire terroriste. Il affirme sans embâche que les allégations portées contre les femmes sont fausses. Il y a tout de même salué la mise en place d'une commission d'enquête sur le dossier. Nous ne pouvons pas être opposés à l'État, a affirmé le président de Taptal Poulakou. Ces hommes et ces femmes sont disponibles pour toutes les missions que l'État pourrait leur confier, a laissé entendre M. Sou. Cette posture a été saluée par le Premier ministre qui a souligné que cette rencontre doit marquer un début. L'objectif du gouvernement, dira le Premier ministre, est d'atteindre le désarmement de tous les groupes armés. Le temps est venu pour nous de travailler main dans la main, a souligné le chef du gouvernement. Le temps est venu de créer un cadre d'échange avec toutes les communautés. Pour lui, l'amalgame doit être évité à tout prix. L'opération antiterroriste menée à Moura, bien qu'elle soit exécutée avec professionnalisme, le gouvernement a néanmoins décidé d'ouvrir une enquête pour édifier tout sur la question. Le dialogue entamé se poursuivra, a conclu le Premier ministre. Le quinquelba est une plante d'Afrique de la famille des contrettacées connue en médecine traditionnelle. Le quinquelba ou tisane de longue vie traite beaucoup de maladies. Elle est très prisée dans ce mois béni de Ramadan. Lors de la rupture, nous avons fait un tour au marché pour savoir comment se déroule la vente de cette plante thérapeutique en plein mois de Ramadan. Reportage Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Le quinqueliba est une plante de la famille des combretacées. Originaire d'Afrique, cette plante, dont les feuilles séchées renferment de multiples vertus, provient de divers horizons. Le quinqueliba vient de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du Mali. À la veille du Ramadan, les clientes étaient nombreuses à venir s'en procurer. Mais maintenant, elles se font rares. D'ici 2 jours, elles reviendront s'en procurer très massivement. Même si le quinqueliba est très prisé pendant le mois de Ramadan, pour cette cliente, il coûte cher en cette période. Je viens d'acheter du quinqueliba pour 400 francs et cela coûte très cher en cette période du mois de Ramadan où nous en avons besoin. On aime le quinqueliba pendant le Ramadan car c'est un excellent remède pour l'organisme. Même si il est indispensable en ce mois de Ramadan, se procurer du quinqueliba demeure très difficile pour les vendeuses. Avant, il était facile de se procurer du quinqueliba, mais maintenant avec l'embargo, c'est pas facile. D'où la cherté du quinqueliba. On achète le sac de quinqueliba à 7500 francs. Avant, c'était à 6000 francs. Même le quinqueliba qui est cultivé au Mali est devenu cher. On le vend entre 100 francs, 200 francs et 500 francs le sachet. Les fournisseurs maliens nous évoquent le prix du transport qui a augmenté. Le quinqueliba est devenu cher. Les grossistes maliens nous donnaient à 125 francs le quinqueliba. Maintenant, c'est devenu à 150 francs CFA. Le quinqueliba d'Abidjan et de la Guinée sont vendus à 4000 francs le sac, le petit sac à 2500 et le sachet à 500 francs CFA. Le quinqueliba est excellent pour la santé. Celui du Mali soigne le diabète et la tension. Le quinqueliba du Mali soigne le paludisme, il régule la tension, raison pour laquelle beaucoup de clients s'en procurent. En ce mois de Ramadan, le quinqueliba est très prisé pour la rupture du jeûne. Je romps mon jeûne avec le quinqueliba car il stimule l'appétit. J'exhorte tout le monde à consommer du quinqueliba car il est très excellent pour notre santé. Les vendeuses de quinqueliba ont lancé un appel. Je demande aux clientes d'acheter le quinqueliba du Mali car il est léger et excellent pour notre santé.
Je demande aux clients d'être compréhensifs concernant le prix du kinkeliba. Avec la cherté de la vie, nous sommes obligés de le vendre à ce prix, qui est un peu plus cher qu'au prix habituel. Le marché est inondé de kinkeliba. J'exhorte les clientes à venir acheter tous nos kinkeliba d'ici la fête du Ramadan. Malgré qu'il regorge de multiples vertus, la consommation du kinkeliba est contre-indiquée aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux jeunes enfants. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 6 avril 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et attendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé des instructions civiques de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Palais des Pionniers. L'éducation pionnière vise à favoriser la formation civique, morale, intellectuelle, physique et pratique de la population, singulièrement des jeunes. Les projets de texte adoptés créent le Palais des Pionniers dans la perspective de rétablir l'éducation pionnière, de doter le pays de cadres exemplaires pétris de valeurs de civilité, de civisme, de dignité, d'honnêteté, de bravoure, d'entraide, de solidarité pour une meilleure prise en compte de la problématique de l'éducation pionnière dans les politiques et stratégies nationales. Le Palais des Pionniers est chargé, entre autres, de sensibiliser et de former les pouvoirs publics et les communautés sur l'éducation pionnière, d'élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche sur l'éducation pionnière, de contribuer à la mise en œuvre de la construction citoyenne, d'assurer et appui technique au programme de construction citoyenne. Sa création contribuera au renforcement de l'esprit et du sentiment patriotique des citoyens en les préparant à riposter à toute agression contre la patrie. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à l'accréditation de la Commission nationale des droits de l'homme au statut A de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Le statut A est le statut le plus élevé attribué par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme aux institutions nationales des droits de l'homme suivant des critères rigoureux, notamment l'indépendance, l'impartialité, l'expertise et l'objectivité. L'accréditation de la Commission nationale des droits de l'homme lui confère le droit d'être électeur et éligible dans les instances des organisations internationales et régionales dont elle est membre et participer au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Cette consécration de la Commission nationale des droits de l'homme contribue au rayonnement de notre pays et couronne les efforts consentis par l'État en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a approuvé la révocation du maire de la commune rurale de Zan Koulibaly, cercle de Doïla. Cette révocation intervient après une suspension de 3 mois du maire suite à des faits graves et révélés lors des missions de vérification et de contrôle de la gestion administrative, financière et comptable de la commune. La présente révocation marque la volonté du gouvernement de transition de promouvoir la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a pris acte de l'état de mise en œuvre du projet de fourniture des systèmes informatisés de production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. À la faveur des prochaines échéances électorales, la question de l'identification des Maliens refait surface avec en ligne de mire la crédibilité de l'ensemble du processus électoral qui constitue un axe stratégique du gouvernement de transition. Dans cette perspective, à l'effet d'apporter une solution durable à cette importante question, le gouvernement a décidé à partir de la base de données du RAVEG de donner des Maliens d'une carte nationale d'identité biométrique sécurisée. L'objectif visé par ce
ce projet est de promouvoir la mobilité intra-régionale tout en offrant un titre sécurisé permettant de lutter contre les trafics et migrations irrégulières et de réponse aux enjeux de la lutte contre le terrorisme. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a pris acte des conclusions de la vérification de la procédure de cession des bâtiments administratifs. L'État du Mali a mandaté en 2013 l'agence de cession immobilière SA à céder certains bâtiments administratifs afin de réaliser avec le produit de la vente de nouveaux immeubles pour reloger des services. Le dit mandat a porté sur 22 bâtiments administratifs sur lesquels 17 ont fait l'objet de cession. À la suite de la cession des 17 bâtiments, il a été révélé une série de violations des clauses de mandat conférées à l'agence de cession immobilière. Afin de faire la lumière sur ces violations, le gouvernement a commis l'inspection des domaines et des affaires foncières à entreprendre des investigations qui ont abouti à des constatations, notamment le non-reversement de l'État d'importantes sommes issues de la vente des dits bâtiments. Au regard des éléments nouveaux qui ressortent du rapport de l'inspection, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population d'engager des poursuites à l'encontre des personnes impliquées. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la campagne de lutte contre l'exploitation minière par dragage des cours d'eau. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation minière par dragage, le gouvernement a entrepris une vaste opération militaire dans les régions de Bougouni et de Sigasso pour faire le constat. L'estimation des préjudices causés par le phénomène et engager des poursuites contre les présumés auteurs des violations du code minier. Ces opérations ont abouti à des interpellations et à la saisie d'importantes quantités de matériel et d'équipements. Pour plus d'efficacité dans cette lutte, le gouvernement appelle les autorités locales et les populations à collaborer davantage pour localisation des exploitants illégaux installés dans leur zone. Le gouvernement réaffirme sa détermination à prendre des dispositions pour que toutes les personnes concernées répondent de leurs actes pour le bien-être des populations. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Le gouverneur de la région de Bandiagara, Sidi Mohamed El-Béchir, interdit toute circulation sur la route nationale 15, connue sous le nom de la route nationale du Poisson, de 16h à 8h du matin chaque jour à partir de ce jeudi 7 avril 2022 et jusqu'à nouvel ordre. Les seules exceptions autorisées seront les forces armées maliennes, les véhicules de l'aménagement et ambulances. Cette route qui relie Sévaré à Koro en passant par Bandiagara et Bankasso est la cible de nombreuses attaques terroristes contre les civils et les forces armées de défense et de sécurité.